J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie d'Éric un invité particulièrement remarquable sur le plan intellectuel et spirituel en la personne de Gilles Cosson. Gilles Cosson, bonjour. Les auditeurs de Radio Courtoisie commencent à vous connaître. Vous êtes polytechnicien, ancien haut cadre de l'industrie et de la finance. Et votre dernier ouvrage en date, que vous avez coécrit avec un autre polytechnicien et haut cadre aussi de l'industrie, je crois, ancien haut cadre de l'industrie, Antoine Bastien. Et donc, c'est une conversation, un dialogue dans le cadre, retranscrit dans le livre En tant homme, dialogue de deux croyants atypiques, qui est paru aux éditions de Paris Max Chaleil en février dernier. Donc c'est un ouvrage récent. Et petit ouvrage très dense, et qui traite donc de la question religieuse, finalement, dans le monde d'aujourd'hui. Et effectivement, les bouleversements technologiques, géopolitiques, etc., du monde d'aujourd'hui impactent la perception du religieux par l'humanité en général. Et notamment, il y a une question, je dirais, qui me taraude, et vous êtes parfaitement bien placé pour la traiter. C'est la question de la robotisation en cours actuellement, qui s'amorce plutôt dans l'industrie, mais qui est très développée déjà au plan expérimental, et son impact sur la vie humaine, puisqu'en effet, la Bible, par exemple, a dit « Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front ». Ton pain à la sueur de ton front. Le confucianisme dit à peu près la même chose. La plupart des religions de l'humanité disent aussi la même chose. Et voilà que l'humanité est confrontée à une révolution technologique sans précédent par la puissance de son impact sur la vie quotidienne de l'être humain, puisque aux dernières nouvelles, par exemple, on apprend que une société américaine expérimente un robot de 5,4 mètres de hauteur qui soulève 60 kilos et qui se meut à son aise pour charger, décharger des camions, pour gravir des marches d'escalier avec des charges, pour faire tout ça avec beaucoup de finesse en même temps. Et c'est que l'un des multiples exemples de cette révolution des robots humanoïdes. Alors, que va devenir le précepte « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » ? Eh bien, c'est une très bonne question, car en effet, nous entrons dans une période de mutation technologique absolument jamais vue dans l'histoire de l'humanité, puisque la plupart des tâches, y compris les tâches intellectuelles, même assez complexes, vont maintenant être en fait résolues par l'intervention soit de robots, là il s'agit du domaine matériel, soit de l'intelligence artificielle dans le domaine des questions intellectuelles. Donc c'est un ébranlement très profond que subit l'homme dans le monde entier face à cette question nouvelle. Que vais-je faire ? Quelles sont les raisons de ma présence ? Puisque dans le tréfonds de moi-même, je porte depuis la naissance de l'humanité et depuis mes ancêtres l'idée que le travail est la condition même de ma vie et de ma vie spirituelle, et que ce travail risque de m'être enlevé. C'est donc une question socialement absolument cardinale qui se traduit en fait par une crise très violente que commence à entrevoir l'humanité, et en particulier, et ceci est très lourd, les gens qui ne disposent pas de la culture intellectuelle nécessaire et de la culture scientifique pour faire face à ce qui se produit. Car on oublie souvent ça, non seulement chacun est devant un problème existentiel, comment ma vie maintenant s'oriente-t-elle, mais en plus, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études convenables, d'accéder au minimum, et c'est plus qu'un minimum nécessaire pour comprendre le monde d'aujourd'hui dans ses composantes technologiques, sont abandonnés.
Et donc, pour cela, le problème est pire encore. Ils sont seuls. Et alors, justement, vous savez que depuis les débuts du XXe siècle, on mesure l'intelligence humaine par les tests dits de quotient intellectuel, alors qui ont leurs limites, hein, évidemment, mais enfin, qui ont quand même une certaine valeur prédictive malgré tout. Et jusqu'à des temps récents, les révolutions industrielles et technologiques permettaient le reclassement à grande échelle de catégories de travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés. L'exemple, déjà, c'est la révolution de la vapeur, où on a commencé à transférer de nombreux travailleurs des campagnes, de nombreux paysans vers les chaînes fordistes industrielles, où les tâches requises étaient beaucoup moins complexes que ce qui était requis d'un paysan qui devait réfléchir intensément aux aléas de la nature, etc., alors que le travailleur fordiste répétait un geste mécaniquement toute la journée, donc ça sollicitait beaucoup moins son intellect, en fait. De même, la révolution de l'électricité, qui a permis de créer de nouveaux emplois industriels qui n'étaient pas forcément encore très complexes. Mais alors aujourd'hui, avec cette révolution des robots et de l'intelligence artificielle, comme vous venez très bien de le dire, des fonctions intellectuelles sophistiquées commencent à se voir substituer l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, et ne parlons pas évidemment des fonctions simples, comme par exemple manutentionnaire sur un chantier, où justement les robots humanoïdes sont en train maintenant d'investir ce champ opératoire à grande vitesse. Et pratiquement dans les 5 ans à venir, on va voir arriver les robots humanoïdes sur les chantiers pour construire les immeubles. Tout ça. Alors, où seront les grands bassins d'emploi de substitution à l'avenir, sachant que le travail humain va surtout se réfugier, je dirais, dans la partie la plus droitière de la courbe de Gauss, en fait. Donc, les gens qui n'auront pas l'agilité intellectuelle, une agilité intellectuelle, je dirais, très supérieure à la moyenne, comment feront-ils ? Où trouveront-ils un travail ? Oui, c'est bien là le drame, car personne ne peut éluder cette question, que les pays soient riches, disons par exemple les États-Unis ou l'Europe, ou très pauvres, cette déshérence du travail, j'allais dire ordinaire, sans qualifier, non sans qualification, est évidente. Et cela pose donc à Morel un problème non seulement matériel, comment vont vivre ces gens-là, sur quelle base, avec quelles ressources, et un problème spirituel, parce que je crois qu'il était essentiel pour des gens ayant des fonctions, je dirais, ordinaires, sans porter de jugement là-dessus, de pouvoir s'appuyer sur une foi qui les soutenait dans leurs épreuves. C'est d'ailleurs tellement vrai que dans les pays, par exemple, disons, pauvres du Maghreb, eh bien, il est tout à fait clair que la religion islamique, avec tous les défauts qu'elle a, que je vois fort bien, a une allure de rassemblement et permet aux gens de se sentir confortés, même s'ils n'ont rien. Alors, dans nos pays à nous, il est certain que le confort et l'affluence dans lequel nous avons vécu très longtemps, y compris sur le plan de la santé, qui s'est améliorée d'une façon inouïe, fait que la génération qui nous a précédés a commencé à vivre dans une habitude générale de bien-être, dans lequel les questions importantes étaient travaillons plutôt moins, profitons de notre temps, partons en vacances, enfin des choses de ce genre. Mais tout cela est bien joli. Si la couverture est retirée et s'il n'y a plus justement la base qui permettait d'assurer la subsistance quotidienne, alors que se passe-t-il ? Et donc je crois que là, on est devant un drame, qui est vraiment un drame existentiel, en particulier en Occident, ça je crois qu'il faut le redire, parce que, les pays islamiques depuis toujours, avec les défauts, hélas, très visibles que nous voyons,
sont soutenus par cette espèce de croyance commune, avec ses côtés parfois exécrables. L'extrême-orient, depuis toujours, est tenu, vous évoquiez Confucius, on pourrait aussi évoquer Lao Tse ou d'autres, ou Bouddha, par une espèce de croyance dans le destin spirituel de l'humanité. Ils n'ont pas besoin de l'incarner dans un dieu. Comme vous le savez, en Chine, le mot même de Dieu n'existe pas dans le vocabulaire chinois. Mais ils ont quand même ce support très important qui n'a pas tellement changé depuis très longtemps et qui leur permet de traverser la vie avec la conception d'un destin général à accomplir, qui comporte une période en Occident. Donc c'est bien pire, car l'Occident se trouve largement livré à lui-même, puisqu'il va trouver ces problèmes dont on vient de parler, ces problèmes d'affaissement de bassin d'emploi, et en particulier de façon pour les gens simples, sans aucun réconfort. Alors, je fais une distinction, là, ne m'en voulez pas, entre les États-Unis et l'Europe. Parce que les États-Unis ont la chance, en tous les cas c'est leur nature depuis toujours, peut-être grâce au protestantisme qui a fondé leur culture, d'avoir toujours associé la foi et la prospérité. Puisque, je ne vous apprends rien, tout le monde sait ça, Max Weber a très bien dit, la prospérité américaine est d'une certaine façon la sanction d'une élection divine. Et à ce titre, le pays a réussi à garder, ça m'a d'ailleurs beaucoup frappé, moi qui ai vécu pas mal, à garder une foi dans les valeurs religieuses, y compris dans les rites, qui leur assure une certaine cohérence. D'ailleurs, rappelons-nous que sur la pièce de monnaie, il a écrit « In God We Trust », et rappelons-nous que le président Trump et bien d'autres ne manquent pas de se rapporter fréquemment à Dieu lorsqu'ils parlent de leurs problèmes matériels. Alors ceci, c'est les États-Unis. La France, l'Europe, est dans une situation beaucoup plus difficile, car nous avons le même matérialisme, la même habitude qui a été prise peu à peu de regarder de façon très individualiste vers, en particulier, les problèmes matériels. Pourquoi individualiste ? C'est d'ailleurs intéressant de le rappeler. L'invasion par ces moyens d'information, comme Internet et tant d'autres, aboutit paradoxalement à noyer la personne sous un flot d'informations dans lequel elle croit participer, mais pas du tout. Elle est abandonnée à elle-même devant ce flot et elle est très impressionnée, ne sait que faire. D'autant plus que les gens qui n'ont aucune formation n'ont même pas le recours de se dire « justement, je vais progresser dans la carrière de l'intelligence artificielle, de je ne sais quoi ». Donc, l'Europe, qui n'a largement, dans ses habitudes de confort et de prospérité et d'absence de guerre, a perdu, j'allais dire, le sens de la douleur. Or, ce sens de la douleur, c'est vraiment paradoxal, c'est quelque chose qui tient l'homme. Il est certain que l'éducation napoléonienne, qui obligeait les petits-enfants à subir des épreuves très dures dans les lycées extrêmement exigeants, aboutissait à donner aux enfants l'épreuve de la douleur. Mais quand ils avaient 20 ans, ils traînaient avec eux une force qui était « j'ai surmonté la douleur ». Or aujourd'hui, prenez un garçon de 20 ans dont la vie a été facile. Il ne l'a pas rencontré. Il y a très heureusement très peu de morts autour de nous à cet âge-là. Il arrive à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge où vont se poser toutes les questions qu'on évoquait, sans support. Et alors là, je fais une petite vacherie, je m'excuse, à l'égard des États-Unis, qui sont des donneurs de leçons bien connus. Les États-Unis, lui, aujourd'hui, je trouve qu'ils ne manquent pas d'aplomb. Monsieur Vance, en particulier, écoutez, Européens, vous êtes absolument nuls. Vous avez perdu complètement votre idéal et vos valeurs. Vous n'êtes plus rien. Alors, secouez-vous. Et je dois dire que là, je suis peut-être un peu méchant, mais je trouve qu'il y a une tentation de récupération des désastres américains dans ce discours, car si on regarde les choses en face, la foi n'a pas empêché les Américains de se lancer dans la guerre du Vietnam sans qu'on les y force, de se lancer dans la guerre d'Irak sans que personne ne leur demande, et de se lancer en Afghanistan sans que personne ne leur demande. Les 3 fois de suite, désastre absolu. Je rappelle, ça, c'est triste à dire, mais comme hélas on est en train de vivre ça, que Richard Nixon avait menacé le président vietnamien d'abandonner toutes les ressources financières qu'il met à ses dispositions s'il n'acceptait pas de signer un traité qui a été en fait catastrophique pour les Américains eux-mêmes.
Et je ne veux pas être méchant, je m'écarte encore une fois du spiritualiste, mais voyons l'Ukraine aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le président Trump est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de préparer un désastre assumé. Alors c'est quand même assez stupéfiant. Je dis ça simplement parce que l'Europe, qui est si aujourd'hui cruellement mise au banc de ses faiblesses, a quand même le droit de dire, d'abord, vous sous-estimez la spiritualité, on va sûrement en reparler, qui me guide et qui me guidera demain, et d'autre part, je ne vois pas ce que vous avez à me reprocher, car toutes les catastrophes dont on parle, c'est vous qui en avez été les auteurs. Ah, il est clair qu'il y a un cynisme américain qui s'est déployé dès la naissance des États-Unis. Il faut bien dire qu'ils ont assez largement exterminé les Indiens. Hein. Tout à fait. Quand Roosevelt disait à Churchill, ah oui, vous, avec vos hindous, les habitants de l'Inde que vous avez colonisés, et Churchill lui répondait, et vous, avec vos Indiens que vous avez exterminés, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Je voulais vous dire, j'avais eu l'occasion de faire des comptes rendus en 1978 pour Louis Powell sur un livre d'un certain Giner, un Américain, et qui était traduit en français, publié en français aussi à ce moment-là, et intitulé « La société du non-emploi ». Du non-emploi, 78. Et à l'époque, ce sociologue américain développait la thèse que la révolution de l'informatique, des ordinateurs, etc., conduirait justement à des sociétés du non-emploi, avec des usines de robots qui se répareraient elles-mêmes, qui assureraient leur reproduction, etc. Et alors, il explorait les zones, les aires de substitution d'emploi, si on peut dire. Alors, il voyait l'artisanat d'art, il voyait l'art, il voyait... mais ça l'entretien également, on peut le dire, excusez-moi, mais tous les métiers comme électricien, plombier, on en manque aujourd'hui. Oui, il y a peut-être les robots font ça très bien, les robots humanoïdes. Oui, peut-être, mais il y a les déplacements. Quand vous allez chez des particuliers, il y a quand même peut-être besoin d'un être humain. Non, vous sous-estimez, Eric, vous sous-estimez l'ampleur de la révolution qui est en cours. Oui, vraiment, on arrive à des choses qui relevaient autrefois de la science-fiction. Et justement, Giner avait exploré ça. Et du coup, se pose à la fois la problématique économique, les mécanismes de distribution du pouvoir d'achat à réinventer, et d'autre part un problème spirituel, puisqu'on en revient à ce précepte biblique, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ce qui est au fond, dans les religions judéo-chrétiennes, le travail, un noyau central. Il est sanctifié, le travail. Il est tellement sanctifié, le travail, que les calvinistes l'ont encore plus sanctifié en le mettant vraiment encore plus au centre de la vie humaine et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en expliquant que lorsque, par le travail, on devient riche, c'est qu'on est élu de Dieu. Et effectivement, la prospérité américaine est largement fondée sur ce culte du travail. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'aux États-Unis, le goût du travail est très prononcé et qu'il l'est peut-être plus que dans certains pays catholiques comme la France. Et il est vrai que, alors, le catholicisme lui-même au Moyen-Âge avait vis-à-vis du travail une certaine indulgence tout de même, puisque, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait à peu près 180 jours fériés au Moyen-Âge. L'Europe catholique s'est mise au travail à la Renaissance, où alors là, la notion de gain de productivité, de production à grande échelle a commencé à s'installer, avec les grandes manufactures notamment. Et le monde protestant, le monde de la réforme émergent au XVIe siècle a encore hypertrophié cela, avec justement ce culte du travail que Max Weber a mis en évidence, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et alors... Appuyé sur le calvinisme, c'est-à-dire, comme vous le disiez, en particulier. Oui, les calvinistes
Et en fait, les États-Unis sont plutôt d'aspiration calviniste, en fait. Ah, tout à fait. Hein, c'est donc d'où ce culte prononcé du travail qu'on constate encore aujourd'hui là-bas, où ils ont beaucoup moins de jours de vacances, etc. Oui. Alors, il va y avoir un vide moral, spirituel, quand l'informatisation, la robotisation va petit à petit libérer des espaces à l'oisiveté. Un élément de réconfort en particulier pour cette société comme remarquable et très avancée qu'ont les États-Unis, qui est le bassin d'emploi qui va s'ouvrir pour les gens qualifiés. Parce que là, ce que je redoute, c'est de voir s'accroître la séparation de fait entre les sachants et les non-sachants. Oui. Mais s'agissant des sachants, il y en aura quand même beaucoup, parce que tout ce qui va tourner autour des moyens dont on vient de parler, les moyens informatiques, l'intelligence artificielle, les moyens de conquête spatiale, avec tout ce que ça suppose comme énorme développement scientifique et industriel, va fournir quand même une bonne base d'emploi dans les pays riches comme ceux-là, à un assez grand nombre, je ne sais pas, je ne peux pas en payer de chiffres, mais je dirais que, à mon avis, 50% de la population vont se trouver du côté des sachants, plus ou moins. Mais ceux qui n'en sont pas, oui, vous avez mille fois raison, ceux-là, c'est tragique. Parce que même cette philosophie qui, justement, a conduit les États-Unis au succès qu'on connaît, ne peut plus exister pour eux, puisqu'ils voudraient bien, mais il n'y a pas. Et regardez l'élection de Trump, ça a été extrêmement frappant, parce qu'on trouve des côtés spirituels évidents. Toute la classe moyenne américaine industrielle, qu'on trouve, moi je suis très bien connu ces choses-là, à Pittsburgh ou ailleurs, vous aviez des masses de col bleu, parfaitement honorables, intelligents, courageux, équilibrés, connaissances limitées, mais quand on est sur une chaîne pour fabriquer des automobiles, on n'a pas besoin d'être intellectuel de premier rang. Donc ces gens-là vivaient dans un équilibre psychologique plus qu'estimable, dans lequel ils avaient l'impression que leurs efforts, simples qu'ils soient, étaient reconnus. Et du coup, ils retrouvaient cette vieille philosophie américaine de le succès par le travail. Le succès légitime par le travail. D'autant que les salaires étaient assez bons, en plus. Oui. Alors aujourd'hui, même chez eux, le problème va se poser. Chez nous, on en a parlé, il est aggravé par le fait que dès maintenant, tout l'aspect spirituel de soutien de l'individu est très affaibli. Au point que, je dis quand même ça en passant, n'oublions pas que dans nos sociétés européennes, donc dans laquelle la foi est tombée à des niveaux vraiment, enfin ne touche qu'une petite élite, mais pas énormément de gens, même le problème de la mort a été évacué. C'est quand même inouï de penser que toute notre civilisation chrétienne, et pas seulement d'ailleurs, mais en partie chrétienne, a été fondée sur, disons, une sanctification de la mort également, prenant part dans ce développement de l'individu qui se termine à la mort, mais la mort était d'une certaine façon la reconnaissance du fait que toute sa vie avait été consacrée à une certaine forme de spiritualité. Ça n'existe plus. Donc c'est les pays le luxe. Dans nos pays, même presque de nier la mort. Alors, qui en parle encore ? D'ailleurs, on parle maintenant de l'accès à l'immortalité par la science. Oui, alors ne parlons pas ça. C'est épouvantable. On parle aussi de l'euthanasie. Je lisais l'autre jour avec horreur, vous l'avez lu comme moi, qu'on avait qu'à utiliser l'euthanasie pour faire économiser 10 milliards d'euros par an. Enfin, écoutez, c'est terrifiant. Ce sont des problèmes qui engagent l'individu dans son tréfonds, dans son essence même. Envisager de réduire la mort à cette question mécanique, franchement, moi, je suis horrifié quand j'entends ça, il n'y a pas d'autre mot. Alors, reprenons les États-Unis, ils ont quand même, dans une moindre mesure, ce problème, mais ils l'ont aussi, puisque justement leur garant, qui eux existent encore, n'a plus l'occasion de s'exprimer par le travail. Alors, que va-t-il se passer ? Alors évidemment, on peut imaginer, mais c'est une triste fin, une société d'assistance. Je suis d'ailleurs très frappé par le fait qu'aux États-Unis en ce moment, le fameux Doge d'Elon Musk, qui est comme un drôle d'individu, aboutit à liquider des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui travaillent tout à fait honorablement dans des professions intéressantes,
l'aide, USAID, l'éducation, enfin, où va-t-on ? Alors, on jette ces gens à la porte. Et pourtant, ce sont déjà des gens d'un certain niveau. Mais alors, le paradoxe absolu est que l'oligarchie qui règne aux États-Unis aboutit, pour des motifs pseudo-religieux, à rejeter, disons, à la poubelle, des gens qui n'en avaient pas la moindre envie et qui risquent de se trouver dans une situation très douloureuse. Donc, il y a une contradiction absolue que je vois aujourd'hui entre ce que je comprends, l'élection de la suprématie de la technologie et de l'intelligence artificielle et la démission de fait des gens qui se trouvent en place. Je sais bien qu'on leur dit « Faites-nous confiance, c'est très mauvais en ce moment, mais demain, l'avenir nous attend. » Ça me rappelle beaucoup de choses, on a souvent entendu ça. Mais il n'empêche que pour construire des usines, il faut 5 ans. Et pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'ont pas plus de choses à faire qu'avant, puisque les usines ne sont pas là. Le coût de la vie augmente. Et on leur promet, bien sûr, pour demain, la gloire. Mais enfin, écoutez, il y a une contradiction terrible. Alors, je reviens à cette spiritualiste qui a quand même été la raison de ce livre que nous avons fait à deux. Il est certain que je suis convaincu qu'il est grand temps que nos civilisations se repenchent la question: qu'est-ce qui peut soutenir une société dans laquelle il y a des sachants et des non-sachants et qui tous ont le même besoin vital que j'éprouve comme tous? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je là? Demain, je vais être mort. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors certes, j'aurais transmis la vie à mes enfants. Ce n'est pas rien. Mais ça ne suffit pas. Un homme, même modeste, se pose cette question. Et donc là, on a un problème de rétablissement d'une espèce de sagesse religieuse fondée inévitablement sur le passé, car il faut être fou pour ne pas voir la richesse, la gloire qui a amené à l'humanité ces grandes options religieuses, parmi lesquelles, je tiens à le redire, car c'est quand même mon origine, je suis fidèle, la chrétienté, dans sa sagesse, séparant la vie religieuse de la vie matérielle, a fourni à la vie religieuse un cadre toujours valable dans lequel la reconnaissance des droits des autres, le soutien qu'on leur apporte est une valeur cardinale. Mais ça laisse entier, évidemment, la question de toutes les préoccupations qui dépassent le quotidien. Le christianisme y a apporté une solution tout à fait remarquable quand on la compare par exemple à l'islam, qui est d'une oppression insensée sur la vie des gens au quotidien, qui ne font qu'exécuter, qui n'ont pas la possibilité de choix, qui est notre richesse même. Et ça, le Christ insiste beaucoup. Et je m'excuse, dans le petit papier que nous avons fait à deux, nous insistons sur ce problème. Le choix, la liberté de choix est indiscutablement à la fois la gloire de l'individu et ce qui lui est donné par la religion chrétienne. L'individu peut choisir. Dans d'autres pays, prenons l'islam, je n'ai aucune, disons, contradiction de principe, mais que peut-on penser d'une société dans laquelle la vertu principale est l'obéissance? Si vous comptez d'obéir, où est, disons, la beauté de votre décision? Vous vous contentez de lire et d'appliquer. Mais d'ailleurs, il y a des analyses qui se sont développées sous la plume d'un certain nombre d'auteurs pour bien montrer comment le christianisme a été un facteur de développement de la science. Puisqu'en effet, le christianisme met l'accent sur la liberté de l'individu. Et cet accent mis sur la liberté de l'individu est l'ingrédient numéro 1 de l'essor scientifique. Absolument. Dès la Renaissance, mais pas seulement, au Moyen-Âge aussi, parce qu'on redécouvre aussi le Moyen-Âge. Et on se rend compte que le Moyen-Âge a été la matrice de la modernité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Avant la Renaissance. Absolument, avant même la Renaissance, parce que, encore une fois, cette séparation de l'Église et de la vie matérielle était affichée, laissant donc à chacun, face à la vie matérielle, une possibilité d'action et d'imagination très précieuse.
C'est indiscutablement un des drames. Et d'ailleurs, soit dit en passant, dans l'Extrême-Orient, par exemple en Chine, cela existe. De la même façon, l'individu est prié, en général, de respecter la cohésion sociale, ça c'est le confucianisme, mais il est libre d'inventer. Personne ne lui interdit d'inventer. Alors que vous savez comme moi qu'un des drames de l'islam, que je déplore, car il y a là-dedans des gens tout à fait remarquables, c'est que parfois il y a un refus de la science. Parce que la science, le fait de vouloir développer la science, nous donne un rôle qui n'est réservé qu'à Dieu. Alors à ce moment-là, si nous n'avons qu'à obéir, mais comment la science se développerait-elle ? Observons ce qui se passe. Dans la réalité, des pays islamiques d'aujourd'hui sortent très très peu de nouveautés. Ils sont capables d'appliquer l'informatique ordinaire, tout ça c'est vrai. Et ils sont loin d'être... Ils sont tout à fait capables de science. Mais l'imagination scientifique, ce moteur qui a fait notre civilisation occidentale, sa richesse, sa grandeur, eh bien c'est la liberté, c'est l'imagination. C'est le contraire. C'est pour ça, je crois qu'il faut dire et redire sans aucun mépris pour personne, rappelons-nous que les défis qui sont devant nous, et qui sont des défis immenses, vont demander à chaque personne un effort d'adaptation et d'imagination pour comprendre, interpréter, s'adapter à ce qui se prépare. Oui, mais alors la gageure est la suivante, c'est que les fonctions que vous évoquiez tout à l'heure et qui seront préservées, voire épanouies par le développement de l'intelligence artificielle et de robots humanoïdes, sont des fonctions qui requièrent, je dirais quand même, des aptitudes intellectuelles particulières qui ne sont pas forcément données à tout le monde, parce que il y a un grand tabou tout de même des temps modernes. On part du principe que chaque personne a le potentiel équivalent à toute autre personne. C'est une absurdité. Et on voit bien, même au sein d'une même fratrie, que les dons ne sont pas également répartis. A fortiori, au sein d'un large échantillon de population humaine. C'est tout à fait vrai. Et de très nombreuses fonctions qui nécessitaient des aptitudes, si on reprend la question du quotient intellectuel, je dirais toute la partie gauche de la courbe de Gauss, c'est-à-dire à gauche de 100, c'est-à-dire de 25 à 100, disons. Comment faire ? Rien que ça. Et je dirais que même, c'est en dessous de 100, en deçà de 120 même, ça va être compliqué. Alors ça laisse ça laisse de côté pour une élite qui a des aptitudes très au-dessus de la moyenne et qui, elle, de toute façon, s'épanouira très très bien et continuera à exercer des fonctions intellectuelles de très haut niveau. Mais tout ce qui est à gauche de cette élite sur la courbe de Gauss sera voué à des loisirs forcés. Alors, la question de la production des richesses, elle sera résolue, puisque de toute façon, les robots feront les 3-8, s'auto-répareront, feront pas grève, et n'auront pas de revendications salariales, et feront un choc de productivité absolument phénoménal, comme rarement il y en a eu dans l'histoire économique de l'humanité. Donc, le problème, ce ne sera pas la production de richesses, il y a une profusion des richesses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'oisiveté. Tout à fait. C'est l'oisiveté. Tout à fait. Mais alors, je pense que c'est d'ailleurs une question fondamentale qui se pose dans l'obscurité de la conscience de l'humanité, si j'ose dire, et qui se traduit par la réduction des naissances. C'est comme extrêmement frappant de voir que dans les pays, y compris les plus avancés, l'Europe, vous le savez, aujourd'hui 1,37 en moyenne, alors qu'il faut 2,1, 2 pour renouveler l'humanité. Donc tout se passe comme si l'humanité prenait conscience obscurément, c'est tout à fait mystérieux, de ce fait qu'une grande partie d'elle-même
n'aura pas les moyens de travailler dans des conditions qui lui donnent une satisfaction morale et matérielle, et que donc il est temps de réduire pour faire face à ce qui se prépare et qui va être une moindre quantité de gens utilisables. Alors, il reste que, vous pouvez m'objecter à juste titre, que quel que soit le nombre de gens nés, on va trouver la même dissymétrie entre les gens de premier ordre et les gens moins favorisés par la nature. Ça, c'est vrai. Alors, que peut-on offrir à ces gens-là ? Eh bien, je repense à ce que disait notre ami. Je crois quand même qu'il restera des fonctions, en partie les fonctions d'artisans, qui sont des fonctions qui, elles, sont très difficiles à exercer par des robots. Quand vous avez à réparer votre plomberie, vous êtes obligé de dire quelqu'un qui doit venir avec sa clé à outils et qui va remettre les choses en état. C'est assez difficile de faire par vous savez, parfois se contorsionner dans des cuisines qui sont mal adaptées ou des... Oui, mais quand vous suivez l'actualité des robots humanoïdes actuellement, c'est époustouflant. Il y a une nouveauté tous les jours. Il y a un progrès tous les jours. Je vous assure. Oui, mais il n'empêche que, écoutez, les tâches, ce que j'appelle d'exécution, il y en a dans notre vie matérielle. Oui. Il y a le fait que, pour ceux qui ont, à la campagne, ils sont assez nombreux, un jardin, il faut entretenir son jardin. Mais justement. Ah oui. Mais oui. Ça ne se fait encore pas. Par je vous assure, on s'achemine vers le robot humanoïde polyvalent, c'est-à-dire capable de jardinage, d'entretien ménager, etc. Je vous assure que c'est époustouflant. Ne m'ôtez pas de mon dernier espoir. Mon dernier espoir, n'aura plus de maître d'hôtel, on n'aura plus de... qu'il nous restera dans nos vies quotidiennes des zones du genre lever son petit garçon, le préparer, comme ça, j'ai employé des mots vulgaires, le torcher, enfin faire un certain nombre de choses qui font partie de la vie quotidienne. Et de la même façon, je crois que il y aura toujours des incidents, votre robinet vous lâchera au dernier moment, ça fait partie de nos vies et je dois le dire, je suis toujours choqué pour moi-même, ça prend du temps. Oui, mais vous voyez bien que ça n'absorbera pas l'ensemble des masses laborieuses. Par contre, il y a une fonction qui va être très importante, c'est celle de l'orientation des jeunes gens, enfin des enfants, des futurs adultes, vers l'accession à ces formations, parce que... Je crois qu'il faudra en tous les cas se poser la question, le débat est à peine ouvert, il va se changer sans arrêt avec ces innovations. Qu'est-ce qui reste comme travail, disons, qualificatif, qui donne à l'adulte l'impression qu'il se valorise à ses propres yeux dans ce monde si exigeant. Et je crois quand même que le monde des sachants, n'y revenons pas, a toute sa place, on imagine très bien tous ceux qui vont profiter du système dans le bon sens du terme. Le monde de ceux qui n'auront pas ces capacités, il leur restera quand même, et je crois que c'est notre devoir, un certain nombre d'actions qui, à mon avis, peuvent même être réservées par l'intelligence artificielle pour que, justement, il n'y ait pas 30% de la population plongée dans un abandon total. Si l'intelligence artificielle est intelligente, comme on nous le promet, elle doit se dire cela. Elle doit se dire, c'est un petit peu Trump disant aujourd'hui aux ouvriers abandonnés dans certaines usines autrefois, attendez, ça va revenir. Donc je crois que cela est quelque chose qui va être assez continu. Vous allez avoir en même temps qu'une disparition, une interrogation constante, qu'est-ce qui peut obvier ce départ ? Et là, je crois que des tâches leur seront réservées de façon légitime à des activités qui ne nécessiteront pas qu'on utilise l'intelligence artificielle pour les combler. Il est évident qu'aujourd'hui, prenez le cas des juristes. J'ai pas beaucoup de juristes dans ma famille, je vois les questions qu'ils se posent. Car aujourd'hui, la fameuse jurisprudence que nos ancêtres, y compris moi-même qui ai aussi fait du droit, avons étudié pendant des années et des années pour essayer de nous imprégner de ce qu'est la bonne façon de penser, l'intelligence artificielle est en train de le faire à notre place à toute vitesse. Absolument. Et elle voit beaucoup mieux que nous, très vite. Oui. La bonne voie, la voie la moins dangereuse, la plus intelligente. Elle a une intelligence d'agrégé de droit, l'intelligence artificielle, puisqu'elle collectionne justement le meilleur des intelligences juridiques.
Absolument, c'est le drame. L'intelligence artificielle a une grande force, c'est que elle collationne, comme vous le dites très bien, un maximum de données. Ce que nous sommes incapables de faire, car un être humain normal a besoin de dormir, il a besoin de faire autre chose, il en est bien incapable. Et ben voilà. Donc là, sur ce point-là, il est clair et c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour l'architecture, c'est vrai pour à peu près tous les domaines de la connaissance. Nous serons dépassés. Alors, il reste que, je pense, comme un certain nombre de tâches, ne soyons pas trop pessimistes, leur seront peut-être réservées, y compris par l'intelligence des sachants, ce qui n'est pas très agréable à penser, mais après tout, autrefois, sans qu'on le dise, quand l'aristocratie partait à la guerre, elle laissait ses serfs, il y en a quand même eu, au travail, avec comme fonction d'assurer sa propre subsistance et surtout son rayonnement. À l'époque, son rayonnement était de partir avec un haume et une cuirasse. Mais aujourd'hui, ça peut être un peu la même chose. Les sachants partiront à la conquête de l'univers et diront à ceux qui n'ont pas la capacité, c'est de la faute de personne, écoutez, tenez, voilà ce qui est pour vous, ce n'est pas si mal, il faut savoir vous en contenter. La question spirituelle reste posée. Même bien plus encore, elle sera posée, la question spirituelle, parce que justement, les disciplines de travail, en quelque sorte, étaient une forme d'été de la condition humaine. Ça soutenait, au fond, l'esprit humain, le travail. Je sais. Devant la raréfaction du travail, va se poser encore plus, avec encore plus d'acuité, l'angoisse métaphysique. C'est malheureusement tout à fait vrai, et c'est là que nous sommes devant un problème extrêmement difficile à résoudre, qui est celui, effectivement, de ce que l'on proposait à ceux qui n'ont pas les facilités ceux que la nature a doté d'une intelligence supérieure ou d'une capacité supérieure. Alors, je crois que là, on va retrouver à nouveau une césure qui, à vrai dire, est moins grande que nous ne le croyons, car rappelons-nous le 19e siècle. Nos ancêtres paysans avaient des vies très dures. Souvent, ils mouraient assez jeunes par excès de travail. Et pourtant, il fallait une nourriture intellectuelle qui leur maintienne debout. Alors, d'une part, vous aviez la veillée des chaumières, qui leur apportait au quotidien, disons, le bruit du monde et ce qu'il y a à en retenir. Et puis, vous aviez effectivement les rites, en particulier. Les rites, on oublie souvent ça. Les rites sont évidemment très importants dans toute religion. Et ils ont quand même un très grand inconvénient, c'est qu'ils ont une naturelle tendance à être coercitifs. Les rites sont un soutien, mais en même temps, ils guident. Plus ils sont coercitifs, plus en fait la liberté de l'individu disparaît, ce qui est un problème. Et donc là aussi, il y a un moyen terme qu'il va falloir trouver, dans lequel la vision de l'avenir et de la raison de vivre de chacun, même modeste, est maintenue. Et pour ça, il faut quand même indiscutablement un certain nombre de rites porteurs, parce que vous savez, on fait souvent la comparaison qui m'amuse, mais qui est juste, en disant vous êtes bien gentil à imiter une religion portée uniquement vers la beauté, vers l'abstraction totale, vers la gloire rendue à Dieu, mais s'il n'y a pas de rite, vous nous faites penser, c'est quelqu'un qui m'a dit ça récemment, à quelqu'un qui a une très fine étude de la sagesse, de la théorie musicale, mais qui n'a jamais tenu une portée à la main, et qui n'a jamais écrit sa portée. Donc on ne peut pas en effet se passer de rite. Ça, c'est une des très grandes questions qui porte l'humanité depuis toujours. Le rite est inévitablement coercitif, mais sans rite, l'individu est lâché à lui-même et il est extrêmement malheureux. Donc, paradoxalement, il faut que la civilisation dont on parle, y compris pour les moins favorisés, comporte un objectif transcendant, comme d'ailleurs ça a été le cas de la religion catholique et de la religion chrétienne, qui a toujours dit, le Christ a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Rappelez-vous que vous êtes d'une certaine façon, vous avez vocation à atteindre cet idéal. Et dans le même temps, il a établi, c'est surtout ses successeurs qui l'ont établi, parce qu'eux ont très bien senti cette nécessité, une série de rites qui ont soutenu le quotidien des gens.
Et il est d'ailleurs amusant, je fais un petit détour par ça, parce que c'est une question spirituelle très intéressante, que ce sont les grands conciles de la première époque, avec évidemment le concile de Nicée en première instance, qui ont fixé une série de dogmes et de rites. Le Christ lui-même avait une attitude, enfin je ne vous apprends rien, je m'excuse de dire ça, je ne suis pas le plus compétent, une attitude très compassionnelle, une attitude d'amour à l'égard des gens, une attitude de respect. Celui qu'on vient lui laver les pieds, eh bien, il avait droit à toute l'estime du Christ. Et donc c'était très beau, cette espèce de liaison entre les choses les plus simples et l'amour distribué. Mais c'est vrai que quand la vie humaine a repris ses droits, avec ses habitudes de férocité, de cruauté, de domination des meilleurs, qui veulent toujours tout et les autres rien, les conciles ont éprouvé progressivement la nécessité d'avoir des rites et des lois. Car au fond, le support, le soutien des moins favorisés, c'est malgré tout la loi et c'est le rite. Alors vous savez bien que Lacordaire disait, entre le riche et le faible, le pauvre, c'est la loi qui affranchit. La loi affranchit le plus pauvre, contrairement à ce qu'on croit. Et de la même façon, le rite, d'une certaine façon, conduit et soutient celui qui n'a pas d'autre moyen pour assumer sa vie spirituelle. Mais d'ailleurs, on voit bien, pour illustrer ce que vous dites, ce que sont les règles monastiques dans la religion chrétienne, catholique notamment. Alors, en opposition aux ordres mendiants, alors qui ont existé aussi en Europe, mais qui existent beaucoup dans le monde bouddhiste, par exemple, où alors là, le travail n'est pas de rigueur. Et le moine bouddhiste va mendier tous les jours son bol de riz. Mais alors, les ordres monastiques européens ont établi un culte du travail comme une composante essentielle de la vie monastique. Les dominicains, par exemple. Voilà, et donc le moine se partage entre la prière et la méditation d'une part, et d'autre part le travail. L'étude et le travail. Et l'étude et le travail. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, les grands monastères ont été des foyers de développement économique régionaux absolument prodigieux, parce que justement, les moines avaient mis en culture des terres particulièrement ingrates qui n'intéressaient pas trop les paysans, avaient développé des méthodes d'exploitation agricole, d'outillage et de production qui avaient été des facteurs de modernisation et de productivité de l'agriculture. Et ces grands monastères avaient été des foyers de développement économique et en même temps spirituel aussi. C'est vrai, il y avait là une fusion très intéressante. Après tout, l'ordre de Cîteaux, tous ces ordres-là ont encouragé, et ne parlons pas des chartreux, c'est une obligation, ont encouragé la mise en valeur de biens, et qui d'ailleurs profitaient aux plus pauvres, pour le coup, aux déshérités. Et ça, d'ailleurs, ça profitait à toute la région en général. Voilà. Et donc les déshérités avaient là une origine, à la fois un lien avec la spiritualité et un encouragement matériel. Et il y avait là un équilibre. Oui, un équilibre. Et dans cet équilibre, le travail jouait un rôle tout à fait fondamental. C'est vrai. Alors on retombe à nouveau sur ce drame que vous évoquiez au début, qui est effectivement le drame et qu'il va bien falloir combler, mais je ne peux pas être trop pessimiste. Tout à l'heure, je disais que je suis convaincu que dans sa nature même, l'intelligence artificielle saura donner ou moins favoriser sur le plan intellectuel une tâche. Car sinon, ce serait désespérant, et il ne faut pas désespérer. Ce sera les tâches affectives, en fait. Comment ? On pourrait qualifier ça de tâches affectives. Alors, ça veut dire que, oui. Ça veut dire, Laurent, que, par exemple, un robot ne remplacera pas une puéricultrice ou une nounou. J'espère, parce que ça fera des cœurs d'acier, ça fera de violence. C'est ce que je mets dans le chapitre tâches affectives. Oui. C'est-à-dire que le robot ne pourra pas distribuer de l'affection
Et effectivement, le travail humain pourra se consacrer à la distribution d'affection, de tendresse, d'empathie. Mais ça va te redonner de la valeur à des tâches très simples dans le travail. Regardez, dans beaucoup de classes sociales, on disait il y a une trentaine d'années aux enfants, non, ce métier c'est pas pour toi, tu vas faire autre chose. Aujourd'hui, tout travail, et dans les monastères, vous avez des pères, des prêtres, des gens extrêmement érudits qui font les tâches les plus simples. C'est ça qui est beau. Oui, c'est tout à fait vrai. Et le Christ, notre Seigneur, avait tout à fait beaucoup de respect pour les tâches les plus simples. Oui. L'équilibre travail-spiritualité est une... D'ailleurs, c'est une chose justement sur laquelle le Christ insistait. Hein. Il a donné à la valeur travail une réelle valeur, et il avait raison. Donc, je crois que, en effet, il ne faut pas voir ça de façon trop systématiquement négative. Il reste que le problème qu'on a évoqué est posé. Il va falloir le résoudre. Et moi, je crois qu'en tous les cas, en matière spirituelle, il y a plusieurs voies qui sont d'ailleurs recommandées pratiquement par ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est une chose qui consiste à dire « ne faites pas à votre voisin ce que vous n'avez pas qu'il vous fasse ». Mais au-delà, si vous regardez par exemple la spiritualité orientale, qui nous apporte beaucoup, elle dit « l'homme simple, même très modeste, doit rechercher la beauté ». La beauté est une façon de se confondre avec la beauté du monde. C'est donc une façon de s'élever soi-même, y compris dans les tâches les plus modestes. Combien de fois voit-on un ébéniste, par exemple, travailler avec amour ? Et c'est vrai encore aujourd'hui. L'œuvre qu'il est en train de faire, parce qu'il sait que dans cette beauté modeste, mais belle, qui est la sienne, il s'identifie à ce qu'il y a, il sent en lui cette nécessité de la beauté. Alors, il y a 2 ou 3 autres choses. Par exemple, la recherche de la connaissance est quelque chose qui, là aussi, y compris dans les spiritualités orientales, n'est pas écarté. L'homme, dans sa recherche de la connaissance, s'approche de l'univers au sens large pour les orientaux ou du divin pour les monothéistes. Il y a aussi la lutte contre la souffrance, par exemple, quelque chose d'essentiel. Parce que, non seulement vous n'avez pas à vous détruire vous-même par votre bêtise, j'y pense quand je vois tous ces drames épouvantables de la drogue autour de nous, c'est vraiment la négation de l'humanité. Ça a des gens qui se détruisent eux-mêmes. C'est lié au vide spirituel aussi. Contre soi-même et au bénéfice des autres. Ouais. Toutes ces options-là, c'est des options qui ne sont pas transcendantales, mais qui sont le corps de ce que peut être la société, même dans ses composantes les plus modestes. Donc il ne faut pas désespérer, parce qu'il faut mettre ces valeurs-là en évidence. Moi, c'est ce que je pense, c'est vraiment une philosophie personnelle. Cette notion de la règle d'or étendue à ces valeurs dont on vient de parler peut fournir à l'humanité de demain un support parfaitement honorable, lui permettant d'avancer dans une voie satisfaisante, même avec des moyens limités. Et si vous y ajoutez ensuite un petit peu du pari de Pascal, c'est-à-dire accepter qu'en plus, il y a peut-être au-dessus d'elle, même chez l'être le plus simple qui le comprend très bien, rappelons le grand esprit des Indiens dont vous parliez tout à l'heure, il y a au-dessus d'elle peut-être un esprit supérieur qui gère l'univers d'une façon qui dépasse notre entendement. Eh bien, si vous acceptez ça, vous retrouvez le pari de Pascal dans toutes ses composantes. Le pari de Pascal, dans sa composante, admettre ce lien avec l'esprit universel, tout en satisfaisant un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément des rites, mais qui sont des règles qui élèvent l'homme au-dessus du quotidien. Alors, cher Éric, nous allons rappeler les références de notre émission, que nous avons un peu oubliées. Nous allons nous identifier. Et puis lire les nombreux messages. Oui, il y en a un certain nombre. Tout d'abord, je rappelle aux chers auditeurs que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Gilles Cosson, polytechnicien, ancien haut cadre de l'industrie et de la finance, et co-auteur avec Antoine Bastien de En temps homme, dialogue de 2 croyants atypiques. Aux éditions de Paris, Max Chalel, édité en février 2025, donc tout récemment. Le thème de cette émission,
la question religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Alors, quelques messages sont arrivés. Bon, à l'attention de Monsieur Cosson. Donc, bonjour monsieur. Vous prétendez qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Je ne suis pas d'accord avec votre proposition. Ben voilà, au moins, tout le monde dispose d'un savoir, et puis il n'y a pas qu'un savoir, il y a des savoirs. L'avantage de notre société, c'est que vous pouvez avoir accès à de multiples savoirs. Certes, cela demande du temps, mais c'est très facilement accessible. Pour conclure ce message, je vous livre, messieurs, une réflexion de Jacques Attali. L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident, parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. Dans l'attente de votre réponse, merci, cet auditeur apprécie votre émission. Ça me paraît une question tout à fait intelligente, car en effet, je crois que si je me reporte, moi qui ne suis plus jeune depuis longtemps, si je me reporte à mon enfance, bizarrement, c'est ainsi, moi j'ai connu le certificat d'études et l'école laïque, parce que pour diverses raisons on m'avait dit d'y aller, et j'ai connu encore des instituteurs qui enseignaient à des gens qui étaient mes égaux, plus ou moins intelligents, plus ou moins brillants, avec la même rigueur, en leur disant, je me souviens toujours, c'est un hommage que je leur rends à ces fameux témoins d'autrefois, ils disaient, même aux plus modestes, ils disaient, écoute mon garçon, tu dois comprendre que en faisant l'acquisition progressive d'un certain nombre de choses, tu vas t'élever toi-même, pas forcément vers les sommets, mais tu vas t'élever. Donc, le travail, là je rejoins votre auditeur, peut, dans toute une série de circonstances, offrir ces développements. Mais pour y arriver, il faut qu'une certaine philosophie du travail et de l'approfondissement de soi-même existe. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui, malheureusement, a tendance à disparaître. Car on n'apprend plus, ou du moins mal, aux plus jeunes, la nécessité de grandir par l'effort. Tout à l'heure, je disais, j'en suis pas très fier, ce que j'appelais l'apprentissage du malheur élève l'homme, mais pas forcément du malheur. L'apprentissage de la difficulté élève l'homme. Et ces instituteurs dont je parle autrefois avaient comme vocation d'apprendre aux plus modestes à grandir. Et ça, c'était une exigence impérieuse. Ils n'y échappaient pas. Et donc, à travers cela, vous retrouvez ce que dit votre auditeur, et je suis tout à fait d'accord, il y a 1000 façons de progresser, 1000 façons d'être heureux, mais l'effort, au départ, est indispensable. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Dans les métiers artisanaux, on apprend à travailler. Parce que le coup de main est important et c'est vraiment un enseignement qui se transmet du maître à l'élève. Par contre, dans la partie intellectuelle, dans le monde intellectuel, on n'apprend pas à travailler. On ingurgite des connaissances, mais on n'apprend pas à travailler. Et je vais même vous le dire, moi je suis pianiste, et il y a très peu de professeurs de piano qui apprennent à travailler l'instrument. Beaucoup enseignent et ne savent pas. Je vous le dis parce que j'en ai fréquenté beaucoup, ce qui n'empêche pas qu'ils soient des très bons musiciens, ces professeurs, mais apprendre à travailler. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose, est-ce qu'un robot pourra le faire ? Nous avons quelques messages. Oui. Alors, je dirais aux auditeurs, ne faites pas des messages trop longs parce qu'ils ne pourront pas être lus. Alors, ils sont passionnés par le sujet aussi. Oui, mais pendant ce temps-là, ils n'écoutent pas aussi. C'est ça qui est terrible. Enfin, bref. Mais enfin, en tout cas, merci de vos messages. Un auditeur dit ceci: le fait que les robots se substituent au travail salarié supprime inévitablement des revenus qui permettent d'acheter la production effectuée par ces robots. Donc, la production ne solvabilise plus les acheteurs de celle-ci. Il y a donc un blocage de l'économie du fait d'un manque de revenus. Comment résoudre cette contradiction ? Oui, alors là, je ne suis pas sûr de suivre tout à fait la question posée, parce que si l'intelligence artificielle se déploie à la vitesse où elle commence à se déployer, ce qu'il y a d'effrayant, c'est qu'avec des moyens relativement limités, elle va imaginer
une progression continue des robots. Alors, bien entendu, il faut les construire. Il y aura toujours des constructeurs de robots. Mais toute la phase d'apprentissage va échapper peut-être, justement. Il va être automatisé par l'intelligence artificielle. Donc, la question de dire, y aura-t-il jamais assez d'argent pour... Ma réponse est oui. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas... Même la classe, je n'aime pas ce mot, des sachants, est tout à fait capable de mettre à l'abri, je ne sais pas quoi, par l'impôt, 30% de ses revenus, et ça suffira pour faire des robots. Malheureusement, je le crains. Donc, je ne suis pas sûr que ce problème de productivité par manque d'argent se pose. D'ailleurs, à la limite, je dirais pour être méchant, que quand tu n'as pas d'argent, on l'invente. La France aujourd'hui, on invente un argent qu'on n'a pas pour faire des tas de choses. Alors, je crois que demain, les États-Unis, avec le dollar et la planche à billets, le dollar étant monnaie de référence, ils l'inventent l'argent. Mais oui, d'ailleurs, vous avez d'autant plus raison que les auditeurs s'oublient souvent, enfin la plupart le savent, il y a quand même un scandale inouï. C'est de voir le nombre de trillions, c'est-à-dire de milliards de dollars qui sont émis par les Américains, sans le moindre complexe, en émettant la planche à billets. Vous entendez la planche à billets. Et comme le monde est gentil, il prend ces dollars, mais ça ne demande aux Américains aucun effort. Si vous connaissez la célèbre phrase, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. C'est notre monnaie, c'est votre problème. Oui. Non, et puis justement, on fabrique des robots parce qu'ils vous coûteraient moins cher que le travail humain. Alors, oui, mais alors les alliés sont capables de créer des dizaines, des milliers de milliards de dollars, ce qu'ils appellent les trillions, pour justement fabriquer des robots. Ça ne pose pas de problème. Oh là là, beaucoup de messages arrivent. Oui. Le sujet est passionnant. Oui, absolument. Alors, un petit peu long, je vais peut-être... 2 scénarios de films célèbres posent des problèmes qu'on ne peut ignorer. Dans 2001, le superordinateur du vaisseau spatial envoyé explorer une source radio mystérieuse sur Jupiter devient paranoïaque en ne pouvant gérer un mensonge politique et élimine les humains qui, selon son analyse, mettent en danger sa mission. Dans Terminator, l'intelligence artificielle gère la réplique nucléaire automatisée et assume ainsi la dissuasion en rendant inéluctable une destruction mutuelle. Cette intelligence artificielle décide que l'humanité étant moins intelligente et moins stable est devenue un danger et doit être éliminée. Voilà. Donc, il faut noter que ces systèmes de réplique automatique sont quasiment opérationnels, les temps de réponse étant de moins de 2 minutes, avec des missiles actuels, et que 2 incidents ont déjà été empêchés par des officiers qui ont décelé un dysfonctionnement. Voilà. Bon, on va peut-être pas aller plus loin, mais mais c'est une vraie question. Je l'apprécie parce qu'elle pose une très grave question à laquelle moi-même je suis bien incapable de répondre. Sinon, en disant principe de précaution. Or, il est très mal appliqué aujourd'hui. Donc, il est certain que si on lâche complètement la bride de l'intelligence artificielle, elle est vraiment capable de créer un jour des mécanismes d'autodestruction à son profit, mais d'autodestruction de l'humanité, à son profit, à elle, l'intelligence artificielle. Ce risque existe. Beaucoup de gens éminents le disent. Oui. Et donc, comment parer à ça ? C'est extrêmement difficile. Il faut des précautions instant par instant dans la création même des... Justement, cet auditeur continue. On peut remarquer que John von Neumann, mathématicien, physicien théorique, ayant largement participé au développement des bombes A et H et à l'architecture des ordinateurs actuels, avait prédit l'avenir de l'intelligence sous forme de machines auto-reproductrices parcourant l'univers pour l'explorer. Il avait omis de dire pour qui et pourquoi. Oui, mais cette question est très bonne. Elle touche à un point qui est d'ailleurs une grande question qui se pose à beaucoup de grands scientifiques. Enfin, par mon métier, j'ai eu la connaissance d'un certain nombre de gens. Et ils se posent cette question. Et en même temps, c'est bien là le drame et le côté extraordinaire de l'humanité, peut-être son destin. En même temps, on n'échappe pas à son destin. C'est-à-dire que il faudrait, tout le monde le sait, mais on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que la concurrence entre les gens, la concurrence entre les organisations, la concurrence entre les pays, fait que les Chinois voudront être en avance sur les Américains, par exemple, pour prendre les 2 grands pays en avance, et que par conséquent, rien ne les arrêtera.
Alors que peut-il se passer ? On retrouve 2001, que j'ai vu autrefois, bien sûr, et on retrouve aussi Terminator. Donc ce sont de terribles questions. Et alors là, on retombe à nouveau, parce que c'est un peu l'objet, encore une fois, de notre petit livre, sur le fait qu'un des rôles du spirituel doit être justement d'arrêter les hommes dans leur folie, en leur disant au-dessus de vous, quoi que vous puissiez en penser, et au-dessus même de l'intelligence artificielle que vous êtes en train de créer, il y a Dieu. Enfin, il y a une puissance qui vous demande, j'insiste dans ce livre là-dessus, par un échange avec elle, de lui apporter ce que vous avez de meilleur et qui vous renverra d'une certaine façon la monnaie de votre pièce. Mais si vous avez l'imbécilité de faire n'importe quoi et d'oublier ces règles, entre guillemets, divines, alors attention. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais vous êtes comme moi sûrement, que dans cette étrange question dont on parlait tout à l'heure, de régression de la volonté de faire des enfants, le fameux indice de fécondité, il y a une sorte d'angoisse qui est là aussi. Vais-je faire des enfants alors que j'ai devant moi ces problèmes dont véritablement je me demande comment on va faire pour les résoudre. Peut-être que ça va nous échapper. Je continue parce que cet auditeur fait une remarque avec un petit peu d'humour pour terminer. Comme quoi l'avenir semble à la fois pur, qui est très proche de la logique parfaite sur des prémices fausses ou vides. La politique actuelle semble pouvoir se passer de l'intelligence artificielle, la bêtise avec un grand B, régnant sans partage. Enfin, merci, cher auditeur. Oui, voilà, il n'est pas optimiste, il a raison. Excellente intervention. Oui, on remercie beaucoup ce monsieur qui veut rester anonyme. Voilà. Une fidèle auditrice et qui nous écoute très souvent, je salue Laurie, merci de votre intervention, chère madame, qui a toujours de très bonnes remarques. Bonjour messieurs, excellente émission. J'ai la faiblesse de penser que l'intelligence artificielle est dépourvue d'humour, qui est l'apanage de l'homme, comme disait l'autre, et qui varie selon les cultures. Ai-je raison ? Une question hors sujet, puisque votre invité a évoqué le génie du christianisme, et dans quelle mesure croit-il à ces dogmes, tout polytechnicien qu'il est ? Les miracles, les reliques prétendues, comme le Saint-Suaire, la transsubstantiation, etc. Quand j'étais jeune, l'évêque de mon diocèse sortait de Polytechnique. Il s'agissait de Monseigneur Mouisset. Ah. Voilà. Quand j'étais jeune, donc, l'évêque de mon diocèse sortait de Polytechnique. Voilà. Oui, écoutez, c'est assez subtil parce que, effectivement, je crois que, y compris dans la communauté scientifique, à des niveaux très supérieurs à celles dont on parle, vous avez à la fois l'admiration, l'envie de progresser et le doute. Et ces trois composantes, eh bien, c'est ce qu'il y a peut-être de plus beau dans la science, parce que l'accroissement des connaissances dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs une sorte de prérogative confiée à l'homme, peut-être, par Dieu. Approchez-vous de moi en développant vos connaissances. Vous n'y arriverez jamais, mais en faisant cela, je vous vois vivre et vous avez raison. C'est un de vos devoirs. Donc, cette recherche qui prend un garçon de bonne qualité ou une jeune femme, comme celle qui vous interroge, et qui consiste à dire « je ne peux pas me contenter de ce que j'ai, je dois progresser dans la connaissance tout en sachant que je prends des risques », eh bien, c'est l'humanité elle-même, c'est sa grandeur. Alors bien sûr, comme toujours, il y a bipolarité. Ça, c'est une de mes thèses favorites. L'univers a toujours été bipolaire. Vous avez à la fois l'envie de la connaissance et les dangers de la connaissance. Vous avez la progression sans fin de la science et le danger qui va avec elle. Mais au bout du compte, je crois quand même qu'il y a quelque chose de positif dans cet aspect, même s'il y a du négatif en face, parce que c'est notre destin, encore une fois. Il nous a été fixé pour des raisons très mystérieuses. Nous ne pouvons pas prétendre avoir accès à la pensée divine si elle existe. Mais cette bipolarité existe. Donc il faut vivre avec, en espérant que, au bout du compte, eh bien, nous aurons fait œuvre utile. La question est posée, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire le mieux serait de s'arrêter aujourd'hui et de ne plus en parler, parce qu'on va vers des dangers considérables.
Oui, mais justement, une des grandes forces, le robot, il a été programmé. Et il est programmé par l'intelligence humaine. Il ne faut quand même pas oublier derrière cela. Donc, cette faculté de pouvoir progresser à tout moment, un homme va s'instruire dans son travail en découvrant toujours des nouvelles choses, il va le progresser. robot aussi maintenant. Est-ce que le robot, alors justement, Laurent, est-ce que le robot va pouvoir progresser? Si, mais déjà, il peut. Oui. Mais oui. Mais programmer Eric, par programmation. Il faut être conscient de ce qui est en train de se dérouler actuellement. Oui, et je sais qu'on n'en parle quasiment jamais. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que les classes politiques occidentales ne parlent jamais de ça. Elles n'en parlent jamais. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La plus importante révolution technologique de l'humanité est en train de se dérouler au grand galop, et les classes dirigeantes, sauf aux États-Unis, avec des gens comme Elon Musk, qui fait exception, Elon Musk, lui, en parle. Et je dirais, dans une certaine mesure, ce qu'on appelle les patrons des GAFAM, on leur donne relativement la parole dans les médias. Mais en Europe, et notamment en France, très peu. Mais on en parle très peu. Oui, c'est vrai. C'est même bien pire que du temps de la révolution de la vapeur ou de l'électricité, où à l'époque, on n'aurait pas parlé de la vapeur ou de l'électricité. On n'en aurait pas parlé, ça aurait été absurde. Et bien aujourd'hui, on est dans cette situation, mais avec une révolution bien plus spectaculaire et rapide que la vapeur ou l'électricité. C'est l'intelligence artificielle et le robot humanoïde. Et il y a une ignorance du public sur ces questions, mais qui est absolument abyssale. Et pas seulement du public, mais je dirais des hommes politiques qui n'y connaissent rien. Rien. Ah bah ça, oui. Écoutez, ils n'y connaissent strictement rien. J'ai assisté personnellement, parce que j'ai été impliqué là-dedans, j'ai été quand même indiscutablement un des acteurs du développement de l'industrie nucléaire en France. C'est comme ça. Et donc j'ai vu se construire, sous l'influence d'un homme politique qui s'appelait Messmer, la grande série des réacteurs français qui est une de nos grandes forces. Puisque, je vous le rappelle, on a été le seul à faire à cette échelle. Et je me souviens d'un jour d'être allé en Allemagne, avoir vu un personnage important qui m'avait dit « N'oubliez pas que vous avez une force extraordinaire, c'est votre industrie nucléaire. » Or, dans cette industrie, j'ai assisté à ce que vous dites, c'est-à-dire à la nullité, il n'y a pas d'autre terme, des politiques ignorant tout du sujet et agissant sur des idées de principe. Alors, il y avait certainement une idée de principe qui était intelligente, qui est de dire qu'il y a des risques écologiques. Et c'est vrai, mais on oubliait le côté positif que moi je mettais en avant de mon mieux, c'est que ça ne produisait pas de CO2. Or, aujourd'hui, la production de gaz carbonique est le grand danger du réchauffement climatique, qui est un des problèmes parmi ceux qu'on évoquait, qui va secouer l'humanité dans son tréfonds. Parce que si vraiment la température augmente fortement, vous aurez des famines énormes, des déplacements de population gigantesques, enfin, c'est des choses effrayantes. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que la politique suit une ligne, j'allais dire, d'actualité. Elle avance pour promouvoir, parce que c'est une carrière, la politique. C'est une carrière, il ne faut pas oublier ça. Donc, elle avance pour promouvoir monsieur Untel dans ses considérations, progression financière de carrière et de politique et d'impression qu'il donne. Pouvoir finir Premier ministre. Mais derrière ça, vous avez très peu d'analyse au fond. Alors, moi, j'ai quand même une chance, je m'excuse, j'ai tort de dire ça, mais je le dis quand même, parce que ça peut apporter quelque chose. J'ai eu la chance de bien connaître les gens du MIT, parce que d'abord, j'en ai été l'élève pendant 1 an, et j'ai vu là de très grands scientifiques qu'on écoutait. N'oubliez pas que la science, enfin la création de la bombe atomique a été la création des scientifiques, en particulier des scientifiques juifs européens, partis vivre aux États-Unis pour éviter l'extinction. Et donc ces gens-là avaient des préoccupations morales en plus de leur capacité. Et je rappelle, et vous le savez très bien, que Oppenheimer, d'ailleurs on le rappelle dans le film, est allé voir le président de l'époque en disant « Monsieur le Président », et le président écoutait, parce que pour lui c'était très important. Alors qu'en France, effectivement, qui s'est donné la peine d'écouter sérieusement les arguments sur ces sujets? Pas beaucoup de gens. Oui. Mais remarquez, il y a moins de 4 ans en France, des politiques ont écouté les scientifiques et on voit ce que ça a donné. Hein. Oui.
Pourquoi ? À quoi pensez-vous en particulier ? Une certaine politique qui a été menée, qui nous a menés à du confinement. Vous parlez du confinement pour la grippe. C'était les scientifiques qui avaient parlé. Combien de fois on entendait les hommes politiques dire ça ? Alors vous voyez ce que ça a donné. Ça peut arriver. Alors, il y a d'autres messages encore. Oui, alors encore quelques messages rapides. Il nous reste assez peu de temps. Oui. Toujours notre auditeur de tout à l'heure qui nous dit: le général Patton disait que la guerre est l'activité humaine principale et celle qui mobilise au mieux l'humanité. On voit bien que c'est toujours encore la guerre qui est le moteur du progrès technique et scientifique, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance. Est-ce là le péché originel et une bonne raison de ne pas avoir trop confiance dans une technologie qui n'est plus neutre moralement et qui en fait ne l'a jamais été? Oui, écoutez, c'est à nouveau une bonne question. C'est aussi un peu ce que j'appelais l'apprentissage de la douleur, parce que le bien va toujours avec le mal, mais il est certain que notre société, en particulier européenne, a perdu ce sens du tragique. Et que ce sens du tragique est très important. Et il convient, disons, à la fois à la guerre, qui est en effet un des facteurs qui met en mouvement l'humanité, toujours désireuse d'affirmer sa suprématie, de conquérir, et des choses comme ça. Et en même temps, les questions se posent à cette occasion, parce que, en particulier, la spiritualité européenne a toujours été très marquée par le malheur. Rappelons-nous qu'aux États-Unis, les États-Unis n'ont jamais été conquis par personne, ils n'ont jamais connu ce que veut dire une invasion. Oui, quelqu'un qui débarque chez vous, qui tue votre voisin, et qui ensuite se sert. Il y a un bombardement massif. Ou alors, exactement. Alors moi, l'âge catastrophique, j'ai connu un bombardement massif à Poitiers, je devais avoir 4 ans, mais ça m'a énormément marqué. Et dites-vous bien qu'en Ukraine aujourd'hui, tous ces pauvres garçons sont marqués pour la vie. Il suffit de 2 ou 3 fois, ça suffit. Donc toujours est-il que la guerre est à la fois un instinct profond de l'humanité, et dans le même temps, elle crée, par l'horreur qu'elle crée, et par ce sentiment d'effroi, un appel à la spiritualité dans ce qu'elle apporte de réconfortant. Et notre Europe en particulier, je le distingue encore une fois des États-Unis, a beaucoup connu ce phénomène de la spiritualité liée au malheur. Rappelons-nous que dans beaucoup de ces grandes guerres, elles ont été accompagnées d'un retour, en partie en Europe, à la spiritualité. J'évoque la chose que j'ai lue. Ça, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai lu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On m'a raconté, c'est un ancien ambassadeur qui m'a raconté ça, qu'il y avait toujours le déplacement d'une statue bretonne qui était déplacée pour je ne sais quelle raison, mais dans un monastère dans le sud de la France. Eh bien, moi, croyez-moi, si vous voulez, le déplacement de ces statues en l'année 1944 déplaçait des foules. Les gens se déplaçaient dans le centre de la France pour accompagner cette statue et lui rendre hommage. C'est très beau et ça nous paraît invraisemblable. Mais c'est pour vous dire que ces périodes douloureuses, qu'évoque à juste titre de correspondance, c'est ce qu'il y a de pire. La guerre, vous tuez votre voisin pour raisonnablement ou pas raisonnablement. C'est une horreur. Mais dans le même temps, apparaît ce côté récupération positive. L'être humain s'élève à ce moment-là, il se dit, face à ce malheur, pourquoi suis-je là ? Ai-je une raison quand même de vivre ? Et il conclut oui, parce que justement, même si ces catastrophes sont positives, au-dessus de cela, il y a l'appel divin, l'appel à quelque chose qui transcende le malheur, et donc du mal naît le bien. C'est une banalité, ce que je dis là, vous le savez. Mais c'est très important. Il semblerait qu'aujourd'hui, dans ces années que nous vivons, dans 2024, 2025 et peut-être les suivantes, il y ait une foi grandissante. Il y a dans de nombreuses églises, de nombreux baptêmes qui auront lieu à Pâques et à la Pentecôte, mais dans des nombres qu'on ne voyait pas encore. La courbe est ascendante, oui. La courbe est ascendante. Très juste. Vous avez une certaine renaissance, mais je retombe encore sur mon obsession. L'apprentissage du malheur, nous y rentrons. De 2 façons. Par la reconnaissance de ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, qui nous ramène au fait que 100 000 personnes sont mortes pour défendre
un idéal, disons, ou au contraire pour défendre un autre idéal. Oui. Mais elles sont mortes pour ça. Elles ont sacrifié leur vie. C'est comme ce qu'il y a de plus précieux. Oui. Et puis il y a les nombreux amputés, les traumatismes crâniens, les traumatismes les physiques, séquelles à vie, enfin il y a tout ça aussi. Ben oui, bien sûr. Je crois que, donc, vous avez ça, et puis vous avez les traumatismes technologiques, on en a longuement parlé. Donc ces deux phénomènes sont en train de redonner à l'Europe, qui avait complètement perdu ce souvenir, cette importance de la réactivité spirituelle qui naît de la conscience du malheur. Alors, il faut sûrement pas s'en réjouir, bien sûr, mais reconnaissons que dans les 70 ans de tranquillité qu'on vient de vivre en Europe, les Européens avaient presque oublié ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a presque même oublié le sens de la mort. C'est comme un comble. On mourait à l'hôpital discrètement, et puis on parlait de vous un petit peu, puis c'est fini. Bien sûr. Donc, cette renaissance spirituelle est certainement en train de se produire, et je pense qu'elle se développera. Simplement, il faudra éviter, c'est en ça que la religion chrétienne est indiscutablement une des meilleures, il faut éviter tout ce qui est la coercition qui va avec. Parce que si vous réglez de façon trop précise la réaction au malheur en disant « bon, vous en sortir en suivant pile telle et telle chose, en faisant tel et tel comportement », eh bien, vous retombez dans un autre, comme toujours, tout est compliqué, vous retombez dans un autre travers. Mais néanmoins, sur le fond, vous avez raison, je crois qu'un certain réveil est en train de se produire, parce que tout d'un coup, les gens sont en train de se souvenir que la vie est fragile, qu'elle est menacée, et que finalement, il serait peut-être bon de se souvenir qu'il y a une façon de se faire face à des choses qui nous dépassent, et qui elles-mêmes sont un espoir qui nous dépasse. Absolument. Mais la souffrance, bien sûr, la guerre, mais regardez un petit peu, aujourd'hui, les personnes qui ont vécu la dernière guerre mondiale, 39-45, sont pratiquement centenaires ou disparaissent, si vous voulez. Moi je suis né juste après la guerre, vous avez vécu la guerre en tant qu'enfant, bien sûr, mais donc les générations suivantes n'ont pas connu la guerre. Et je suis effaré de voir des jeunes enfants sur leur tablette et tout ça jouer à des jeux violents. Comme un besoin de guerre, comme un besoin d'assouvir. Donc ça n'est qu'un jeu, ça ne met pas en cause, disons... oui, mais si, moi je pense que ça met en cause. Bien sûr, c'est très très grave, c'est très très grave. La violence... L'instinct de guerre, l'instinct de domination est présent dans tout homme. Écoutez, bien sûr. Même nous qui parlons, sans que nous voulions l'accepter, nous avons, ne serait-ce qu'en faisant notre travail, tenté d'affirmer quelque chose, une forme de... je ne sais pas quoi, de présence personnelle. Donc, le plus souvent, les guerres sont l'expression chez un individu plus agressif que d'autres de cette volonté d'affirmer sa suprématie. Oui, mais vous savez, paradoxalement, les militaires qui font carrière dans l'armée et qui préparent la guerre sont souvent des gens de grande paix. Ils savent ce que c'est que le combat, ils savent ce que c'est que la souffrance, et eux, ils veulent faire le moins de victimes et instaurer la paix. C'est souvent les bellicistes. Les bellicistes sont souvent chez les civils, les politiciens. Oui, plus, absolument, on s'en aperçoit. Vous avez tout à fait raison. Je crois que l'habitude du drame crée en fait un contre-sentiment qui est de respecter justement les dangers qui peuvent naître de l'activité principale. Mais vous savez, c'est un petit peu comme les médecins. Les médecins surmontent bien souvent la cruauté de leur activité par une espèce de passivité voulue. Moi, j'ai fréquenté quelques services de chirurgie. Je sais très bien que des chirurgiens éminents qui pratiquaient des choses extrêmement dures, en réalité, dans lesquelles ils allaient sur un être humain en l'amenant à la limite de sa résistance, parfois au-delà, eh bien, ils avaient développé en eux une espèce à la fois de respect, bien sûr, mais en même temps de passivité qui leur permettait de résister. Alors ça n'est pas du domaine métaphysique, mais c'est du domaine de la vie quotidienne. Alors, il nous reste 2 minutes, je crois.
Vous pouvez peut-être, Eric, lire encore des messages qui arrivent. Oui, un dernier message. 2 minutes. Non, pas beaucoup de temps. Toujours cet intervenant. Il ne faut pas confondre l'automate et le robot. Si l'automate est une machine à état fini, c'est-à-dire en nombre limité et prévu, le robot à intelligence artificielle est capable de se reprogrammer Voilà. en cours de fonctionnement. Voilà. Voilà, tout à fait, oui, vous avez raison. Mais Il oui. fait appel à des circuits dits neuronaux qui Oui. effectuent des traitements de signaux multiples et en parallèle. Voilà. Ah, Le il problème a est de raison. savoir si cela va aboutir à une certaine conscience de soi-même, ce qui est probablement une question de complexité de nombre de cellules logiques. Ah, je crois qu'il a raison. Et d'une certaine façon, on arrive à notre conclusion. Tout bien mène le mal, mais l'envie de science et de progrès technologique est universelle, en particulier chez les gens qui ont ce sens de la beauté de la science. Ils veulent progresser. En progressant, ils prennent des risques et ils nous font prendre des risques. Car le robot est capable, en effet, à la fois d'éliminer des milliers de gens d'une usine, et donc ça crée les problèmes dont on parlait au début, et en même temps d'accomplir de façon propre, sans danger, des tâches très importantes. Effectivement, il va bientôt se reprogrammer. Et là, on tombe sur 2001, que vous évoquiez tout à l'heure, et on tombe sur le danger correspondant. Mais encore une fois, c'est un peu la fin de tout ça, je crois que nous avons le devoir d'être optimistes, de croire en une espérance commune qui l'emporte sur le quotidien et qui est du domaine, disons, du divin au sens large, de la transcendance, Absolument. de la foi dans le destin de l'univers et de l'humanité d'abord et de l'univers ensuite. Je suis de ceux qui pensent, peut-être trop aisément, à la suite de grands scientifiques, que toutes les nouvelles découvertes font apparaître de façon mystérieuse le sentiment de ce qu'on appelle le dessein intelligent. C'est tout à fait mystérieux de voir que notre existence aujourd'hui est jugée totalement impossible par des scientifiques si on l'analyse en termes de probabilité. Nous sommes des êtres pensants qui rendons grâce à Dieu et qui en recevons d'une certaine façon le retour, mais ceci n'est possible que parce que... Eh bien, cher Gilles, ce sera le mot de la fin, hélas. Nous pourrions continuer encore très longtemps. À bientôt, chers auditeurs. Merci.